Bienvenue pour ce nouveau webinaire du jury. Farouk Tradi, radiologue à Marseille. On a le plaisir de vous retrouver, hein. Ça fait quelques mois qu'on s'était absenté, mais on est très très heureux de revenir et de pouvoir partager avec vous un webinaire ce soir. J'ai la chance d'être accompagné par Alexia, le docteur Dabadi, avec qui je travaille au quotidien car elle est radiologue au CHU de Marseille, elle est radiopédiatre. Je vais lui laisser donc la parole pour se présenter un tout petit peu plus parce qu'elle fait pas que de la radiologie à l'hôpital et puis pour présenter l'ensemble des orateurs et experts qui seront avec nous ce soir. Donc, merci Farouk, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager la radiologie interventionnelle pédiatrique avec vous. Vous êtes tous intéressés en radiologie interventionnelle, a priori, si vous êtes là ce soir. L'objectif, c'est de vous prouver que la radiologie interventionnelle pédiatrique, c'est très vaste, c'est très intéressant, c'est très excitant. Et donc, peut-être de créer parmi vous des vocations pour venir voir ce qu'on fait et puis développer dans vos centres hospitaliers cette belle activité. Donc moi, effectivement, je suis radiologue pédiatre diagnostique et interventionnelle à la Timone. J'ai passé 1 an au Canada, donc à Vancouver, où j'ai été formée et en diagnostic et en interventionnel. Et puis, je suis revenue et j'ai décidé de faire une carrière à mi-temps à l'hôpital. Donc, je travaille effectivement en parallèle sur de la radiologie plutôt d'urgence et aussi de l'adulte. Mais j'ai vraiment un intérêt très particulier pour la radiologie pédiatrique et notamment l'interventionnelle. Ce soir, je serai accompagnée de Yann Léonard Laurent, qui est CCA en neuroradiologie interventionnelle à Strasbourg, qui a passé quelques mois à Marseille avec nous et qui a participé à des procédures de radiologie pédiatrique interventionnelle. Et puis, je suis aussi accompagnée par les professeurs Petit et Stéphanie Franchi-Abella, donc le professeur Petit qui travaille avec moi à l'hôpital de la Timone à Marseille, et puis le professeur Stéphanie Franchi-Abella qui est au Kremlin-Bicêtre à Paris et qui est spécialiste notamment en pathologie hépatique, qui est une spécialiste européenne et mondiale en pathologie hépatique et qui fait beaucoup de radiologie interventionnelle. Et puis le professeur Petit qui est donc évidemment mon maître dans le domaine et avec lequel je forme un sacré duo, un beau binôme au quotidien. Donc, on va commencer par cet article qui est assez récent, qui date de 2021. Finalement, est-ce qu'on sert à quelque chose? C'est une bonne question à se poser avant de commencer une activité. Et la réponse n'est pas très simple parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas quantifier notre apport. On ne peut pas vraiment faire une étude prospective où on comparait des biopsies chirurgicales rénales versus des biopsies par des radiologues pédiatres. Ça semble évident que c'est plus intéressant si c'est les radiologues pédiatres interventionnels qui s'y collent, mais on n'arrive pas trop à quantifier. Par contre, quand on interroge notamment les patients et les parents, et ben, l'expérience vécue quand ils ont affaire aux radiologues interventionnels pédiatres, elle est bien meilleure parce que c'est le mini-invasif, comme chez l'adulte. Mais c'est vrai que chez l'enfant, ça a revêt une importance encore plus majeure parce que il n'y a pas de cicatrice, il y a la possibilité de récupérer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc, probablement que oui, notre importance est vraiment significative. Et donc, il va falloir qu'on développe encore plus notre activité dans les années qui viennent. Comme je vous le disais en introduction, on va surtout parler des différences finalement qui vont être importantes pour vous si vous voulez vous lancer dans une activité de radiologie pédiatrique. Parce qu'après, vous allez voir que les procédures, il y a certaines qui sont très spécifiques à l'enfant, on parlera d'une ou deux, mais la plupart d'entre elles, c'est des choses que vous pouvez rencontrer chez des patients adultes. La différence, c'est vraiment cet environnement pédiatrique. Donc ça, c'est Yann qui va vous en parler un peu plus en détail. Et on a pas mal de paramètres dont il va falloir tenir compte pour que la procédure de pédiatrie se passe le mieux possible. Dans les différences aussi, il y a le guidage. Alors bien sûr que chez l'adulte aussi, il va falloir faire attention à l'irradiation, mais en pédiatrie, c'est primordial. Vous savez que les effets d'irradiation sont de plus en plus regardés et on sait qu'il y a des conséquences qui sont non négligeables. Donc le guidage, on va éviter au maximum les rayons X, évidemment. Le matériel, c'est toute notre difficulté. Il n'y a pas de matériel de radiologie pédiatrique interventionnelle parce que on ne fait pas assez de patients, donc c'est pas très intéressant pour les fabricants de créer des matériels qui nous seraient dédiés. Et puis on va parler de la collaboration. Et la collaboration, c'est un des points clés de cette présentation. C'est qu'on a la chance d'avoir des collègues adultes qui font plein de choses et donc il faut aller chercher l'expertise là où elle se trouve. On va commencer par l'environnement pédiatrique. Et puis, je vais juste vous faire passer cette petite vidéo. Cette vidéo, elle a été créée par le service de radiologie pédiatrique de la Timone. Tu vas regarder dans le service de radiologie. Il servira à comprendre ta maladie ou à te traiter,
Pour cela, tu seras endormi. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. On y va? Le jour de l'intervention, tu arriveras dans ton lit. Un membre de l'équipe du service de radiologie sera là pour t'accueillir. Comme nous travaillons dans une salle qui doit rester très propre, tu mettras une blouse, un chapeau et des protections en papier pour couvrir tes pieds. Tes parents seront habillés de la même façon. Dans la zone d'attente, nous te poserons quelques questions en présence de ton papa ou de ta maman. Allergie, prise de sang, traitement. Nous vérifierons aussi que tu n'aies pas mangé. Quand tu entreras en salle, nous t'installerons sur la table d'examen. L'anesthésiste et l'infirmière te feront respirer dans un masque pour t'endormir. À partir de ce moment-là, tu ne sentiras rien et le docteur fera l'intervention. Tu te réveilleras un peu plus tard dans une autre pièce. Papa et maman pourront venir te voir. Tu repartiras dans ta chambre avec un petit pansement. Voilà, donc cette petite vidéo, elle est indispensable finalement parce qu'une des étapes qui va être majeure dans la préparation de votre geste avec un enfant, c'est de lui expliquer ce que vous allez faire. Donc cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'APHM. On a 3 vidéos qui ont été réalisées par ces 2 manips, avec les Playmobil à chaque fois. Et donc, ça permet de mettre l'environnement déjà de la radiologie interventionnelle au niveau, à la hauteur de l'enfant et de lui permettre de comprendre un peu mieux ce qui va se passer une fois qu'il va rentrer dans cette salle de bloc et qu'il va être endormi. Donc, je vais laisser la parole à Yann là, pour un peu vous expliquer la suite de cet environnement pédiatrique, comment on le constitue, mais vraiment, retenez que cette relation avec l'enfant et avec les parents, elle est indispensable. Et donc, expliquer à l'enfant, c'est tout aussi important qu'expliquer à ses parents. Merci en tout cas Farouk et puis au jury de m'avoir proposé de participer à cette présentation effectivement sur l'interventionnel pédiatrique pour lequel assez peu d'entre nous sommes habitués. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est un petit peu les étapes assez spécifiques à la prise en charge de l'enfant en imagerie interventionnelle. Avant tout, avant le geste, c'est de recevoir en consultation pour tous les gestes autant que possible les parents ainsi que l'enfant pour pouvoir établir une relation de confiance, l'adhésion de l'enfant si l'âge le permet évidemment, et puis avoir une traçabilité importante dans les dossiers de ce qui a été dit, ce qui a été fait. C'est des enfants qui vont amener à avoir un suivi qui peut se poursuivre sur plusieurs dizaines d'années. C'est important de pouvoir voir ce qui a été fait il y a 10, 15, 20 ans, et puis avoir la signature du consentement pour les 2 parents dans le cas de gestes programmés. Il y a du coup l'association Sparadrap là, qui propose, en plus des vidéos dont vous a parlé Alexia juste avant, de la documentation, ainsi que des référentiels qui permettent aux parents, aux soignants qui ne sont pas spécialisés en imagerie interventionnelle, et puis aux enfants d'avoir quelques réponses, avoir des documents, des supports pour pouvoir comprendre ce qui va être fait, quels sont le type de gestes, les médicaments qui vont être utilisés, et puis l'environnement dans les salles d'imagerie interventionnelle et puis à l'hôpital. Alors, pour ce qui est de la prise en charge analgésique, qui est un petit peu particulière, que vous allez être amené à gérer avec vos collègues anesthésistes, vous le savez, il y a une petite fresque que j'ai pu résumer ici avec les principales médications qu'on peut utiliser dans le cas de la prise en charge antalgique. Le sucre jusqu'à environ 3 mois, qui est évidemment un excellent antalgique chez le nourrisson. On peut utiliser des prémédications à partir de l'âge de 30 mois environ, pour toute la durée de l'enfance et de l'adolescence. L'utilisation de patch d'EMLA et de paracétamol peut être fait dès la naissance, avec évidemment une dose poids que vous allez pouvoir discuter avec vos collègues et confrères anesthésistes. L'utilisation également de l'hypnose qui peut s'envisager sérieusement à partir de 5 ans jusqu'à environ 12 ans. Au-delà, il y a une certaine défiance qui s'installe parmi les adolescents. Le protoxyde d'azote qu'on peut envisager à partir de 3-4 ans, qui fonctionne très bien pour les petits gestes peu douloureux, il est bien accompagné et puis bien pris. Et l'utilisation évidemment de xylocaïne et d'anesthésie générale qui se fait dès la naissance et pour toute la durée de l'enfance et de l'adolescence, au même titre que chez l'adulte.
vous présenter un petit cas, là, un premier cas en tout cas, pour lequel on a été, auquel on a été confronté, d'un garçon qui est né à terme. À 10 mois de vie, il présente une rupture de la courbe de périmètre crânien avec l'apparition d'une macrocéphalie qui s'accompagne à 12 mois d'un retard de développement psychomoteur. Cet enfant donc bénéficie d'une IRM cérébrale, pour lequel vous voyez ici la vidéo. Je pense qu'on peut peut-être lancer la vidéo, Farouk. Donc c'est une TOF. Je sais, ça défile. Effectivement, sur cette TOF, vous voyez la lésion ici qui est centrée sur l'ampoule de Galien, d'une part. Ensuite, on a une cisse que j'ai mis en sagittal. Voilà, on retrouve cette lésion avec une hydrocéphalie d'amont par un effet de masse sur l'aqueduc de Sylvius. Et puis finalement, une ange veineuse qui permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, on se retrouve avec une malformation anévrismale de la veine de Galien, qui est secondaire, donc à une fistule artério-veineuse qui est principalement alimentée, en tout cas c'est ce qu'on pensait sur l'IRM initiale, par l'artère cérébelleuse supérieure à gauche et puis la CP également à gauche, et puis donc une hydrocéphalie qui est consécutive à l'effet de masse exercé sur l'aqueduc de Sylvius. Cet enfant, donc, il est pris en charge avec une artériographie complémentaire, l'artériographie cérébrale, qui confirme effectivement la présence de cette malformation de l'ampoule de Galien, avec des alimentations artérielles. Je les ai détaillées ici, ça n'a pas grande importance pour le sujet en tant que tel. Donc, plusieurs afférences artérielles, principalement issues du territoire carotidien, mais également choroïdien. Et on a mis en évidence également un drainage veineux un peu complexe via le sinus droit et les sinus latéraux. Ici, on voit le roadmap qui a été fait initialement. On a une première petite difficulté pour le cathétérisme, ici avec une arche bovine, pour le cathétérisme de l'artère carotide commune gauche, qui nécessitera l'utilisation d'un matériel un petit peu spécifique, notamment une sonde SIDE, avec des SIDE parfois chez le petit enfant pour lequel on n'arrive pas à les former, ou en tout cas on n'est pas habitué, comme les radiologues interventionnels pédiatres, à former des SIDE dans des petites aortes. Voilà, donc là, on n'avait pas eu particulièrement de difficultés à cathétériser, mais il avait fallu prendre en charge et prendre en compte cet élément auparavant. Et deuxième élément à prendre en compte, en particulier chez les enfants, en plus de chez l'adulte, évidemment, c'est le temps de scopie, ici de 25 minutes quand même pour une artériographie cérébrale 4 axes, qui n'est pas du tout négligeable, avec une DLP de 55 grès par centimètre carré, et puis l'utilisation de 40 cc de Visipac 270. Et devant la présence de ces lésions, il a été décidé d'emboliser cette lésion symptomatique. Pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à l'imagerie interventionnelle neuro, on a un capteur donc biplan avec un premier capteur qui est de face, le second qui est de profil, qui nous permet d'avoir des acquisitions face-profil en temps réel en même temps, simultanées, ce qui est important pour des gestes d'embolisation un peu complexes, soit des embolisations d'anévrisme ou des embolisations de MAV ou de fistules artério-veineuses. Ici, on a une opacification sur l'image de gauche, qui est réalisée par l'artère vertébrale gauche, dans laquelle on voit un cathéter porteur qui a été monté jusque dans le segment V2, V3. Et sur l'image de droite, on a une image sagittale, pareil, par la même opacification. Et on voit cette opacification précoce d'une volumineuse ampoule de Galien, qui signe la présence d'une communication anormale entre le réseau artériel et le veineux. Et puis, un petit peu plus tardivement, on va voir les sinus latéraux qui vont également s'opacifier dès le temps artériel, ce qui nous a permis de faire un premier état des lieux. On a donc mis en place des introducteurs 4 French dans les deux artères fémorales communes, droites et gauches, puis un échange sur guide pour des introducteurs longs, 70 cm, alors longs, qui nous ont permis directement de cathétériser la carotide interne à gauche et l'artère vertébrale à gauche. On a mis en place 2 ballons d'occlusion à double lumière permettant une embolisation. Et cette embolisation a été réalisée via un gonflage simultané de ces 2 ballons et puis une injection de produit, d'un agent d'embolisation qui est l'Onyx, qui nous a permis donc d'exclure les 2 branches porteuses de la fistule artério-veineuse. On voit ici sur l'imagerie au décours, on a un spasme sur les 2 artères fémorales communes avec des introducteurs qui étaient occlusifs sur ces fémorales. Et on retrouve les constants dont on a parlé juste avant, un temps de scopie qui était de 32 minutes. Pour un geste comme ça, c'est assez peu. C'est souvent des gestes qui sont assez longs et laborieux pour pouvoir avoir un traitement satisfaisant. Donc là, compte tenu de l'âge du patient, il a été
était d'essayer de faire le minimum de scopie possible, qu'une DLP quand même de 105 Gray, et puis utilisation d'un peu plus de 40 cc de contraste, ce qui est assez peu pour ce type de geste, et puis une héparinothérapie dont on parlera un petit peu plus tard, qui est absolument indispensable en contexte de neuroradiologie interventionnelle, mais de manière plus globale en imagerie interventionnelle de l'enfant. À gauche, vous avez une opacification sélective via, ici, on doit être dans une branche P2 de l'artère cérébrale postérieure à gauche, et puis on voit l'injection progressive et simultanée de l'agent d'embolisation sur l'image de droite d'Onyx, essayant de fermer la communication anormale entre le réseau artériel et veineux. Le contrôle final, l'artère choroïdienne postérieure, et puis une branche P2, et puis le contrôle avant embolisation, puis après embolisation, on voit l'exclusion satisfaisante de la lésion. Alors, les difficultés auxquelles on était confrontés, on en a discuté juste avant. Déjà, la dose cumulée des deux gestes, qui peut être assez important, d'autant plus qu'en général, ces malformations artério-veineuses doivent bénéficier d'un contrôle au moins une fois, voire 2 fois par artériographie complémentaire, à 3 mois puis à 1 an, ce qui va multiplier d'autant l'exposition au rayon X. Le diamètre des introducteurs, ici, vous avez vu qu'il était occlusif et qu'il y a eu un spasme assez important, non symptomatique. La nécessité ici de 2 abords, on essaie de privilégier autant que possible la mise en place normalement d'un cathéter porteur qui nous permet d'une part de mettre un micro-guide, un micro-cathéter et un ballon dans le même cathéter porteur, ce qui nous permet d'avoir qu'un seul abord. Ici, la taille de l'artère porteuse ne nous permet pas d'avoir un cathéter porteur suffisamment important. Le spasme intense dont on a parlé juste avant, le caractère occlusif de l'introducteur, les longs cathéters également, avec une grosse partie du cathéter qu'on en fait à l'extérieur du patient, avec une manœuvrabilité qui est moins importante, et puis la limite de l'utilisation du produit de contraste iodé. Ici, chez un enfant, on était limité à environ entre 40 et 50 millilitres chez cet enfant-là, et puis des protocoles d'injection sur les injecteurs qui ne sont pas implémentés pour faire de la radiopédiatrie, que ce soit en termes de pression d'injection, de volume et puis de débit. Alors, quelques éléments relatifs à la prise en charge un peu spécifique de l'enfant. Attention chez les tout-petits, puis même chez l'enfant, aux entretiens aux pertes sanguines. Nous, on a l'habitude de perfuser l'ensemble des introducteurs qu'on utilise. Donc là, 2 introducteurs, un cathéter porteur, plus des perfusions et des entretiens qui sont mis sur le microcathéter et le ballon. Ça nous fait à peu près 5 poches à pression qui sont branchées. Ça peut tout de suite faire un volume extrêmement important d'un produit de NaCl, avec une hyperosmolarité associée des injections de produits de contraste qui peuvent provoquer des hypotensions. Ça, il faut y faire attention. D'autre part, ces solutés qu'on utilise pour la perfusion des cathéters, habituellement chez l'adulte, sont à température ambiante. Donc là, il faudra probablement discuter avec les anesthésiques pour avoir des solutés réchauffés à température corporelle, ce qui permettra de limiter les déperditions thermiques. Et puis, ce qui est important, et ça a discuté avec vos collègues anesthésistes également, le monitorage glycémique chez le tout petit qui a besoin d'avoir des apports glycémiques continus ou du moins répétés. Là, on a dit 32 minutes de scopie. Ça ne veut pas dire que le geste a duré 32 minutes. Hein. On est sur un geste qui a duré 1h45. Donc, la glycémie est importante à surveiller. Pour vous donner quelques notions, la volémie d'un nouveau-né, alors là, on est vraiment sur la prise en charge du nouveau-né, c'est 280 millilitres, donc une canette de Coca-Cola. Et puis pour la réalisation d'un artériographie catrax, notamment chez l'adulte, on est à 50 millilitres. Donc on est vraiment sur des volumes extrêmement importants. Donc il faut vraiment se raisonner sur l'utilisation de ces produits et puis les solutés que vous allez utiliser. Pour ce qui est du contraste, on vient de l'évoquer, plutôt des produits de contraste avec une concentration plus faible, du fait de toute façon de l'excellent contraste qu'on obtient chez les enfants qui ont une masse adipeuse qui est faible. On n'a pas besoin d'utiliser un contraste pur, on peut même le diluer. L'utilisation de petites seringues pour limiter aussi les injections, on n'est pas obligé d'utiliser des seringues de 10 cc, on peut se limiter à 3 ou 5 cc
avec des seringues diluées, ça permet vraiment de réduire l'utilisation et la consommation de contraste et faire attention à l'extravasation de produits de contraste dans les tissus qui peuvent donner des toxicités cutanées extrêmement étendues. Pour avoir quelques points de repère, on considère qu'on peut utiliser jusqu'à 3 millilitres/kg de produits de contraste iodés à 270, comme le Visipack, avant 6 mois, et on peut passer à 4 à 5 millilitres/kg au-delà de 6 mois. Et vous verrez que sur des procédures un peu longues, ça peut être vraiment un facteur limitant, nous imposant parfois de séquencer un peu les prises en charge. Alors, pour ce qui est des abords, et Alexia, on reviendra là-dessus sur le méthode de guidage, les accès sont millimétriques avec une spasticité importante, nécessitant d'avoir du matériel adapté ou pas d'ailleurs pour ces ponctions vasculaires. Et le risque thrombotique est extrêmement important chez l'enfant, notamment avant 7 kg, avec sur la mise en place d'introducteurs dans les artères fémorales communes, un taux de thrombose de l'ordre de 20% en l'absence de traitement antithrombotique. Évidemment, privilégier le guidage échographique avec l'utilisation de sondes de club de golf lorsqu'elles sont disponibles en salle d'angiographie, ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est des utilisations un peu spécifiques et des sondes qui coûtent assez cher. Quelque chose que j'ai un peu découvert et maintenant que j'utilise assez régulièrement, c'est l'utilisation des cathlons bleus. J'ai découvert à la Timone, notamment auprès d'Alexia, pour avoir des ponctions assez satisfaisantes puisque vraiment le cathlon bleu est très tranchant. On le voit bien, l'échographie. Il permet d'avoir une ponction en une fois du vaisseau qui nous intéresse et nous permet de cathétériser ensuite le vaisseau porteur. Et puis Alexia en parlera un petit peu après. On peut envisager l'utilisation d'introducteurs de 5 French au-delà après 5 ans. Avant ça, on sera sur les introducteurs qui sont plus petits, limitant également l'utilisation de matériel. Et puis l'héparinotherapie, on vient juste de le voir. Nous, on utilise systématiquement une héparinotherapie hyperprocédurale en neuroradio, mais ce qui n'est pas nécessairement le cas en radiologie interventionnelle périphérique. Donc ça, il faut le discuter et puis il faut le prendre en compte. Peut-être qu'on pourra avoir l'avis des experts là-dessus sur leur utilisation au quotidien, cette héparinothérapie éventuellement associée à une antiagrégation plaquettaire. Pour ce qui est de la radioprotection, tout patient en imagerie interventionnelle doit bénéficier du minimum d'exposition aux radiations ionisantes, mais dans la population pédiatrique, il faut avoir cette notion d'une majoration de la radiosensibilité qui peut être liée de fait, que ce soit l'enfant, mais également à des syndromes associés qui majorent la radiosensibilité et le risque d'effet stochastique. On va avoir également une population qui va avoir une espérance de vie qui est plus longue, qui les expose à des complications tardives auxquelles il faut être particulièrement vigilant. On va avoir également ces enfants qui vont être pris de manière itérative en charge dans les services d'imagerie interventionnelle avec des traitements successifs pour lesquels il faut se méfier, comme on l'a vu juste avant, une artériographie diagnostique, puis une embolisation, éventuellement une seconde embolisation parce qu'on a été limité par le produit de contraste, un premier contrôle, un deuxième contrôle, on se retrouve rapidement avec 5 gestes pour une prise en charge neuro ici. On peut avoir d'autres types de prises en charge périphériques qui nécessitent des traitements répétés, il faut être assez vigilant là-dessus. Et puis les syndromes dont on a parlé juste avant qui peuvent majorer cette radiosensibilité. Pour limiter et pour éviter l'exposition aux radiations ionisantes, le guidage échographique, on se répète un petit peu, l'IRM, quand elle est disponible en IRM interventionnel, il se trouve qu'à Strasbourg, il y a une IRM interventionnelle dédiée, ce qui peu de centres peuvent utiliser ces créneaux d'IRM pour les gestes de guidage. Planifier la trajectoire, le roadmap dont on a vu, la fusion d'images écho-IRM, ce qui est vraiment extrêmement intéressant pour le guidage avant ça et limiter vraiment l'exposition. Diminuer la cadence image, on travaille nous en 15 images secondes en neuroradio, ce qui est assez important, on peut diminuer à 7,5 probablement sur le cathétérisme avant d'être sur les gestes un petit peu clés d'embolisation, et puis utiliser des grilles avec une petite fenêtre permettant vraiment de petites fois pour limiter également cette exposition. Merci beaucoup Yann pour toutes ces informations, j'espère que vous pourrez retrouver si vous avez besoin de vous référer au PowerPoint.
Donc cet environnement qui est majeur et qui va vraiment déterminer la bonne réalisation de votre procédure. Si vous ne tenez pas compte de tout ça, votre enfant, si vous n'avez pas une salle qui est très chaude, très rapidement, vos anesthésistes vont dire qu'il ne va pas bien du tout. Donc il faut vraiment se préparer à être un peu sous les tropiques, comme le dit Stéphanie Franqui dans ses présentations, parce que c'est un peu ça. Quand on a le tablier et un peu de stress, on a vite très chaud. Alors le guidage, Yann vient de le dire, effectivement, notre meilleur ami en pédiatrie, vous le savez, c'est l'échographie. Alors il y a des cas très simples, évidemment, ce bébé, c'est un nouveau-né qui a une lésion qui ressemble beaucoup à un neuroblastome sur ces images. Et vous voyez le scanner qui a une définition de scanner de nouveau-né, donc pas terrible. Ouais, merci Farouk. Et par contre, l'échographie qui est magnifique, on voit parfaitement bien et la lésion et l'environnement. Et donc, c'est évidemment l'échographie qu'on va privilégier dans ces conditions-là. Donc ça semble très évident. Mais il y a d'autres cas où il va falloir que vous vous fassiez un peu violence parce que vous, en tant que radiologue interventionnel adulte, vous avez peut-être moins l'habitude que nous d'avoir recours à votre sonde d'échographie. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a plein de cas où finalement, on s'en sort très bien avec un appareil d'écho. Ça, c'est par exemple, alors c'est un autre cas de tout petit, mais c'est un cas d'une tumeur hépatique, d'un enviome hépatique, avec, vous voyez cette volumineuse lésion qui est très hypervasculaire, un bébé qui a une fonction cardiaque qui se détériore à cause de l'hypervascularisation tumorale. Et donc, vous voyez qu'on va utiliser l'échographie pour finalement aider le guidage, le cathétérisme de l'artère hépatique. Vous voyez sur le scanner que l'angulation de l'artère hépatique n'est pas forcément très facile à prendre. Et finalement, il faut vraiment avoir le réflexe de sortir sa sonde d'écho. Et puis, c'est beaucoup plus facile finalement qu'en scopie, puisqu'on voit le vaisseau et donc on se guide beaucoup plus facilement. Donc ça semble encore assez logique parce que c'est un tout petit. Mais par contre, vous voyez cette jeune fille qui a 14 ans, qui est une jeune fille qui a un lymphome, sur le PET scanner de fin de traitement, tout a répondu, sauf qu'on a une lésion qui apparaît au niveau de l'os iliaque à droite. Et donc, spontanément, j'imagine que vous, si vous avez une lésion comme ça sur un patient adulte, vous allez prévoir la biopsie sous scanner. Et on aurait pu le faire sous scanner. Et en fait, on s'est dit qu'on allait le faire sous échographie. Et vous voyez qu'en réalité, on voit très bien la lésion sous échographie. Alors, ça implique que la patiente soit mince, ce qui est le cas de la plupart de nos patients, pas forcément le cas des patients adultes, mais n'empêche que ça vaut vraiment le coup d'essayer parce que très souvent, on s'en sort pas trop mal. Et puis, je trouve qu'en termes de contrôle du geste de biopsie, on est beaucoup plus confortable quand on voit en temps réel ce qu'on fait à l'échographie plutôt qu'au scanner. Un autre cas, là, ça c'est un jeune homme qui a 15 ans, qui est drépanocytaire. Alors, je vais vous montrer les images dans ce sens-là, mais ce n'est pas exactement comme ça que l'histoire s'est produite. Vous voyez qu'il a un abcès, sous périostée au niveau de l'os iliaque à droite. Et donc, si on a besoin d'aller biopsier cet abcès, ponctionner cet abcès pour avoir des germes, on peut le faire en imagerie en coupe, évidemment, on peut le faire au scanner. Bon, j'aimerais beaucoup qu'on le fasse en IRM, mais on n'est pas encore complètement équipé là, à Marseille. Mais en fait, on peut aussi parfaitement le faire, encore une fois, en échographie. Et donc, pour la petite histoire, en fait, ce patient était venu pour une suspicion d'appendicite avec une douleur fébrile en fosse iliaque droite. Et donc, c'est en faisant l'échographie et en voyant ce bout appendiculaire normal que l'interne, qui avait très brillamment fait le diagnostic d'abcès sous périostée de l'os iliaque. Un autre exemple, ça c'est un petit garçon qui a 3 ans, qui a un liphraoménie, donc c'est des syndromes de prédisposition génétique, qui fait un rhabdomyosarcome paraméningé. Et puis, dans le bilan de suivi, il a un PET scanner qui montre finalement une récidive avec 2 lésions suspectes, donc au niveau du poumon, là à droite, comme vous le voyez, et puis une lésion au niveau de la métaphyse fémorale distale du côté droit. Et donc, on pourrait se dire, bon, on va aller biopsier ce nodule pulmonaire sous scanner, ou alors aller biopsier l'os sous scanner. Et puis, donc on a ces imageries en IRM, on fait des IRM corps entiers pour les liphraoménies. Donc, on se dit, finalement, on a probablement une autre façon d'envisager les choses. Et puis, on décide de faire ça à l'échographie. Donc, en termes de risque, le nodule pulmonaire était plus risqué, alors que finalement, la lésion de la métaphyse distale, elle ne présentait pas de risque parce qu'elle était très large. Donc, on n'avait pas trop de probabilité de se rater. Et donc, on a fait un couplage finalement entre les images d'échographie, les images d'IRM, et puis on s'est juste repéré à la scopie en mesurant tout simplement la distance par rapport à la FISE. Et donc, on a pu faire une biopsie qui était très peu risquée pour cet enfant et qui a permis finalement le diagnostic moléculaire sur la récidive de cet enfant. Et puis, un autre cas, donc ça, c'est un ostéomostéoïde, vous le voyez, donc avec l'IRM, le scanner qui sont assez caractéristiques, la courbe de rehaussement à l'IRM qui est classique de l'ostéomostéoïde. Et vous voyez qu'à l'échographie, encore une fois, on a une définition parfaite de cette lésion. Donc, on a fait une cryoablation au scanner, mais on se dit que finalement, une prochaine fois, on pourrait peut-être envisager de faire une ablation sous échographie, ce qui serait quand même assez élégant.
Alors, l'IRM, on en parlait juste avant, c'est un des objectifs à atteindre, évidemment, dans les cas où l'échographie est limitée, d'aller au guidage IRM. Donc, pour toutes les techniques d'ablation, c'est vraiment ce vers quoi il va falloir qu'on tende. Et puis, il y a une technique, nous, qu'on n'a pas encore à Marseille. Je crois qu'Yann me disait que c'était développé à Strasbourg. Je ne sais pas trop s'il y a d'autres centres qui font ça en pédiatrie en France. Je crois que ce n'est pas encore trop le cas. Mais c'est l'IFU, hein, donc c'est la possibilité finalement d'aller faire de l'ablation par des ultrasons sans effraction cutanée, ce qui est vraiment le summum de l'élégance pour le traitement encore plus de la pédiatrie, donc pas de cicatrice du tout. Et vous voyez qu'il y a des études qui sortent avec des populations pédiatriques qui sont encore évidemment très faibles, mais des gens qui sont de plus en plus en train de lancer des groupes de travail et des études pour essayer de voir dans quelle mesure cette technique pourrait être développée dans tous les spectres de la pathologie, notamment oncologique pédiatrique. Alors, le matériel, en fait, ça va être assez bref, c'est-à-dire que je ne peux pas vous parler de tous les matériels qu'on utilise parce qu'en fait, on n'a rien de spécifique. On utilise du matériel d'adulte qu'on va finalement repenser, un peu détourner. Yann en a parlé tout à l'heure, le cathlon bleu, c'est vraiment un cathlon que j'utilise en permanence. Moi, quasiment tous les abords de pédiatrie, je les fais avec ce cathlon bleu, donc avec un guide après 0,18. Mais par exemple, l'aiguille du PICC-Line, qui est fournie dans le kit du PICC-Line, moi, ne me plaît pas du tout. Je trouve qu'elle n'est pas assez perforante. Et donc, par exemple, quand on est dans le cadre d'une néphrostomie, ça c'est un tout petit qui naît avec un syndrome de la jonction pyélo-urétérale et qui a une dilatation qui est majeure. C'est pas compliqué, si ce n'est que le rein est très rénitent. Donc ça, en général, on pique monter. Il faut être bien serein avec son guidage échographique, mais c'est pas compliqué. On aura envie de mettre un tout petit drain, mais en fait, le plus petit qu'on va pouvoir mettre, c'est du C-French, parce que plus petit, ça n'existe pas. Et puis, plus petit, peut-être que ça se boucherait, ça, on ne sait pas. Mais donc, vous voyez, quand on a un skater monté sur un tout petit bébé, c'est assez impressionnant parce qu'on a une aiguille qui fait à peu près la taille du bébé. Et puis, cette petite vidéo, là, je la trouve assez sympa. C'est du produit de contraste ultrasonore qu'on utilise. Et donc, ça permettrait finalement de s'affranchir complètement de l'utilisation de la scopie et de faire cette procédure de néphrostomie uniquement par échographie. On peut déjà le faire sans produit de contraste ultrasonore, mais le produit de contraste permet finalement de regarder l'écoulement de l'urine vers l'urtère et vers la vessie pour savoir s'il y a une obstruction complète ou pas. Et donc, ça peut un peu guider la prise en charge ensuite par les urologues pédiatres. Donc, le PICC-Line du tout petit, c'est la seule difficulté. Le PICC-Line du plus grand, c'est la même chose que sur un adulte. Petite précision, je ne sais pas comment vous faites dans vos centres, mais s'il vous plaît, faites l'anesthésie avant de poser le PICC-Line et donc avant la ponction veineuse. Ça semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je sais qu'au tout début, quand on n'est pas à l'aise, on a envie de faire d'abord la ponction parce que c'est l'étape difficile et puis ensuite de faire l'anesthésie. Mais pour les patients, c'est vraiment pas très sympa. Et puis pour les enfants, c'est exclu. Donc, chez le tout petit, c'est un peu plus complexe, mais sinon, c'est la même procédure. Bien penser quand on peut à cathétériser le vaisseau sous échographie, ça permet vraiment une grande stabilité et d'être beaucoup plus à l'aise. Par contre, en termes de matériel, vous voyez que cet enfant, il est tout petit et on lui met un PICC-Line 3 French parce qu'en fait, on n'a pas de PICC-Line plus petit. Alors, ça existe. Il n'y a pas beaucoup finalement de sociétés qui en fabriquent. Mais comme c'est complexe à obtenir et que les 3 French, on en a de façon beaucoup plus simple, on utilise ces PICC-Line qui sont souvent gros par rapport au calibre de la veine des enfants. Normalement, on dit qu'un PICC-Line ne doit pas dépasser 1/3 du calibre de la veine pour limiter les risques de thrombose. Chez les tout-petits, c'est rarement le cas. En général, le PICC-Line fait la taille de la veine. Donc ça, c'est un enfant qui a 10 mois, qui a une atrésie des voies biliaires. Donc, il y a eu une procédure de Kasai, qui consiste à mettre une anse montée au niveau du île hépatique pour recueillir finalement la bile des canalicules biliaires qui sont pathologiques. Et puis, cette procédure, des fois, fonctionne bien. Chez cet enfant, c'est un échec. C'est un enfant qui va développer une cirrhose hépatique sévère et donc une hypertension portale qui va être réfractaire. Donc, ces enfants, quand il y a des échecs de Kasai, ils vont à la greffe hépatique, sauf qu'on sait que plus l'enfant est petit lorsqu'il est greffé, plus c'est potentiellement complexe pour le chirurgien. Donc, on essaie de proposer des solutions pour faire grandir ces enfants, pour les amener à la greffe avec une taille un peu plus importante, un âge un peu plus important. Et donc, vous voyez que cet enfant, c'est un foie qui est dysmorphique. Et on a proposé un TIPS. Donc, ça, c'est la procédure du TIPS classique. C'est celle que vous connaissez. C'est exactement la même que chez l'adulte. Encore une fois, je vous laisse imaginer utiliser l'aiguille de Ross chez un tout petit de 10 mois. C'est assez impressionnant. Donc, il y a l'aiguille de Roche Fuchida qui est un tout petit peu plus petite, mais qui est quand même très grosse pour un enfant. Et puis après, il y a plein de techniques qu'on peut imaginer. Donc, on peut utiliser des Shipa, on peut utiliser toutes les aiguilles auxquelles vous pouvez penser, en essayant de les courber pour essayer d'aller rejoindre le tronc-porte et les branches portales. Et évidemment, c'est beaucoup plus complexe parce que le matériel n'est pas du tout adapté et donc il faut l'adapter comme on peut, c'est-à-dire le bidouiller pour essayer de trouver une solution qui soit adéquate pour l'enfant.
Là, en l'occurrence, on avait réussi donc, à atteindre la branche port. Donc ça, c'était quand on avait fait le lot pacification. Hein, vous voyez que ce gros réseau, évidemment, de varices, de dérivation. Et puis, donc, on ballonne le trajet comme chez l'adulte, évidemment. Et puis là, on avait mis 2 stents. Alors, oui, on pourrait mettre un Viator, mais en fait, le Viator, c'est 8 mm, c'est quand même déjà des gros stents. Donc, en fait, en pratique, et puis c'est un gros introducteur, on les met quasiment jamais, hein, surtout pas sur ces tout petits enfants. Donc là, on avait mis des wall stents, on avait mis 2 wall stents de 7 mm. Et cet enfant, on l'a repris secondairement pour la perméabilité du TIPS, et puis il a été greffé là il y a 15 jours. Donc on a réussi à gagner, je crois, 4 ou 5 ans avant de l'amener à la greffe hépatique, et donc la greffe s'est certainement mieux passée, en tout cas elle s'est bien passée, mieux passée que si on l'avait greffé quand il avait 10 mois. Et puis la collaboration, ce sera la dernière partie de cette présentation, c'est, comme vous le disiez, l'élément clé, un des éléments clés à retenir, c'est qu'il faut être entouré. Donc sur des procédures un peu standards, on peut évidemment faire seul, les PICC-line, les biopsies, c'est des choses qui sont assez simples. Par contre, dès que c'est des procédures plus complexes, qu'on va faire finalement rarement, il faut aller chercher de l'aide là où on la trouve et auprès de gens qui sont experts dans le domaine. Donc, je vous montre le cas de cet enfant. Donc, c'est un adolescent qui a 12 ou 13 ans au moment où on le rencontre, qui est vraiment dans un état général très altéré, avec une circulation collatérale majeure. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, le scanner passe vite. En fait, il a une obstruction complète de la veine cave inférieure. On voit très bien aussi sur l'échographie à côté. Et donc, il a tout le sang, finalement, du bas du corps qui est drainé via des collatérales pour remonter via le système azygos et mi-azygos. Et donc, en fait, c'est une obstruction chronique de la veine cave inférieure. C'est un espèce de Budd-Chiari chronique. C'est souvent lié c'est souvent vu dans les populations asiatiques. Et cet enfant passait la moitié de son année, finalement, en Indonésie. Et donc, on réfléchit avec nos collègues cardiologues en se demandant comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à percer cette membrane et que ça se passe le mieux possible. Et donc, finalement, on part au bloc en interventionnel. On est sur un biplan. Donc, Yann le disait tout à l'heure, en neuro, c'est systématique. Nous, en périphérique, c'est très rare. Mais là, on est sur le biplan des cardiologues. Et donc, vous voyez qu'on a l'opacification donc par 2 abords, un abord jugulaire, un abord fémoral, et qu'on a une absence totale de passage entre les 2 parties de la veine cave inférieure. Donc, on avait tenté initialement de faire une radiofréquence de cette membrane avec du matériel de cardio qui a été un échec, mais du coup, on ne s'est pas démonté, on a continué et on a utilisé une aiguille transseptale, donc aussi du matériel de cardiologue interventionnel. On a réussi à perforer cette membrane et puis à passer un ballon, à dilater et à finalement, simplement sur une angioplastie, avec un résultat final très satisfaisant. Et donc, vous voyez que ce jeune homme, immédiatement, dans les heures qui ont suivi, toutes les veines de circulation collatérale se sont aplaties. Et puis, on l'a un peu revu. Et finalement, là, ça fait 2 ou 3 ans dont on n'a pas entendu parler de lui parce qu'il va très bien. Il a récupéré une vie complètement normale. Donc voilà, l'expertise des cardiologues pédiatres était indispensable parce qu'on n'aurait pas eu ce matériel d'aiguille transseptale, nous, à disposition. Et puis ça, c'est un autre cas, c'est un très joli cas d'un adolescent qui se présente chez nous, qui a un syndrome de Bardet-Biedl avec une greffe rénale et qui a ce membre inférieur gauche dont le volume s'expand de mois après mois, année après année. Et au début, on part sur un syndrome vasculaire, donc pas éligible à une embolisation. Et donc pendant des années, il a des thérapeutiques et puis on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis on fait ce scanner très thérapeutique pour une amputation parce que sa fonction cardiaque commence à être finalement altérée à cause de cette énorme communication vasculaire anormale du membre inférieur gauche. Et puis en fait, en regardant de plus près, on se rend compte qu'il y a une fistule artério-veineuse probablement sous-jacente qui explique cette énorme jambe gauche avec un réseau de collatéral veineuse très très développé parce qu'en fait, en plus de cette fistule artério-veineuse, il a une occlusion des 2 axes iliaques et donc il a beaucoup de sang qui arrive et pas de sang qui revient. Donc cet enfant, il est en fauteuil roulant et on est en train de penser à une amputation. Et donc là, je fais appel à mes collègues adultes, donc j'en parle en staff de radiologie interventionnelle adulte, et puis avec le professeur Bartoli, puis après le docteur Barral, on embolie cet enfant. Donc vous voyez cette énorme fistule artério-veineuse avec beaucoup de vaisseaux nourriciers. Et puis, au fur et à mesure, on met de l'onyx, et encore de l'onyx, et toujours de l'onyx, et on fait 3 séances d'embolisation espacées dans le temps pour faire cette embolisation la plus complète possible, sans prendre de risque pour lui, évidemment, parce qu'il y avait un peu des vaisseaux qui partaient dans tous les foramens nerveux aussi. Et puis, finalement, donc on se retrouve avec un enfant qui va déjà beaucoup mieux,
à l'issue de ces embolisations. Hein, vous voyez, ça c'est le contrôle après la dernière embolisation artérielle. Et là, vous voyez dans le temps, hein, donc vous avez la comparaison à chaque fois entre avant et après. Et vous voyez qu'après 3 embolisations, c'est quand même très significatif. Et donc, ce jeune homme se remet à marcher, se remet un peu à faire du sport et tout ça. Et donc, c'est déjà un vrai succès. Et puis là, ça tombe très bien parce que c'est aujourd'hui qu'on a fait l'étape de plus et il y a eu l'étape de recanalisation veineuse. Et donc, c'est voilà, les images du jour. Voilà, et donc une recanalisation veineuse qui a été faite avec des stents optimètres des 2 axes iliaques. Donc, je ne peux pas vous dire encore comment il va aller parce que c'est frais de cet après-midi, mais je suis quand même assez confiante dans le fait qu'il va avoir une qualité de vie qui va être encore un peu augmentée. Voilà, donc c'était un petit aperçu très bref de la vaste spécialité de la radiologie interventionnelle pédiatrique. Mais vous avez vu que c'est très vaste, qu'on fait plein de choses sur des enfants qui sont du tout petit au très grand, et que c'est presque ce que vous savez déjà faire. Il y a plein de choses que vous savez déjà faire. Et simplement, il va falloir tenir compte de cet environnement pédiatrique qui est particulier et ne pas hésiter à faire appel aux gens qui savent, que ce soit des collègues de radiologie pédiatrique interventionnelle. Donc, je pense que ce soit Yann sur de la neuro, on a aussi des neurologues, neuroradiologues interventionnels à Timone qui font de la pédiatrie, qui seront très heureux de vous aider si vous avez des questions, évidemment, et Stéphanie, Philippe et moi-même qui seront aussi disponibles s'il y a quoi que ce soit. Et puis, allez aussi chercher de l'expertise chez vos collègues adultes, notamment sur les techniques d'ablation. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'équipes qui font de l'ablation très poussée, y compris en pédiatrie, qui seront d'excellents conseils pour vous guider dans cette pratique. Donc maintenant, on va passer aux questions aux experts, au professeur Petit, au professeur Francky Abella. Vous pouvez utiliser le chat là, si vous avez des questions. Et puis nous, on va un peu pouvoir aussi discuter autour des questions qui ont trait à la radiologie pédiatrique interventionnelle. Je ne sais pas si vous nous entendez, professeur avec un S. Très bien. Peut-être on vous laisse un petit commentaire, un commentaire chacun, et puis on vous atomise de questions après. Bon, tout d'abord, merci aux orateurs et merci à toi, Farouk, de l'invitation. Merci aux orateurs pour la qualité des présentations. C'est toujours très, très intéressant de voir comment vous pouvez être aussi investi et aussi participant dans cette spécialité qui est passionnante, hein. Alexia le fait bien vivre au quotidien chez nous. C'est quelque chose qui doit vous attirer, doit vous faire venir vers nous. Il y a un tel bénéfice pour les patients et il y a une telle richesse pour nous avec un retour sur investissement quand on voit ce qu'elle a montré sur le patient qui a ses fistules artério-veineuses, de voir cet enfant qui allait être amputé et qui se met à marcher. Vous imaginez tout le positif que ça implique pour lui et le retour que ça implique pour vous. Donc, merci pour tout ça et je laisse la parole à Stéphanie, bien sûr. Non, merci beaucoup, magnifique cas, hein, bravo à toutes les équipes là, pour les cas. Ce que je voulais rappeler, c'est aussi l'absolue nécessité, parce qu'on est quand même très peu de radiopédiatres faisant de la radiologie interventionnelle et qu'il y a un vrai besoin que l'ensemble des radiologues interventionnels qui sont sur le terrain puissent à l'occasion en fait faire de la pédiatrie, alors soit de manière régulière parce qu'ils ont un centre pédiatrique à côté, soit parfois parce qu'ils ont le patient qui arrive chez eux et qu'ils vont être la personne qui va pouvoir éventuellement administrer le traitement le moins invasif qui va pouvoir changer le pronostic de l'enfant. Donc vraiment, il faut lever un peu les appréhensions chez les radiologues interventionnels adultes, se dire que techniquement, ils sont beaucoup plus entraînés que la plupart des pédiatres pour faire les gestes, et après, c'est juste effectivement les précautions qui ont été soulignés par Yann et Alexia, qui vont permettre de faire ces gestes de manière sécurisée chez l'enfant. Vous voyez le sondage là qu'on avait mis en début de topo. Donc, sur la première question qui était « Est-ce que vous envisagez une carrière de radiopédiatrie ?» Il y en a 6 qui ont répondu oui. Donc, bon, ils savent à qui envoyer leur candidature. Fantastique. Ils sont les bienvenus. Voilà. Je n'ai pas la réponse, mais… Ouais. Ensuite, est-ce que parmi ceux qui sont là, bon, on ne sait pas s'ils sont en CHU ou en CH périphérique, mais il y a 69% qui n'ont pas de radiopédiatre interventionnel dans leur hôpital. Donc, eux, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'ils acquièrent certaines compétences parce que vous êtes très modeste en disant que
qu'on pourrait tous faire ça, mais piquer des voies biliaires à 1 millimétrique ou des artères de 2 millimètres sans engendrer de spasme, de thrombose, c'est quand même une prouesse, et tout ceci sans matériel dédié, hein, ce qui est quand même assez incroyable. Et puis à la dernière question, aimeriez-vous faire un semestre de radiologie interventionnelle? Il y a 28% qui disent oui, donc pareil, vous avez quelques sites où vous pourriez aller vous entraîner. Donc, tu peux récupérer toutes les adresses, Farouk, et nous les envoyer. Oui, je ferai ça en off parce que je pense que peut-être certains ne voudront pas le dire à haute voix. Moi, j'avais une question de néophyte sur la relation qu'un radiopédiatre, moi j'ai vu pendant 6 mois de diagnostic, tout petit peu interventionnel, mais qu'un radiopédiatre la relation qu'il va créer avec l'enfant, avec les parents, mais surtout avec l'enfant. Alors, il y a beaucoup de gestes qui se font, des gestes très complexes qu'on a vus se font sous anesthésie générale, mais il y a beaucoup de gestes qui se font sous anesthésie locale. Alors, il y a probablement des petits trucs et astuces. Crier, ça doit pas trop marcher parce qu'à la maison, ça marche pas trop. Mais je sais pas quel est au quotidien ce qui permet de pas rester 2 heures avec un enfant sur un PICC line et de pouvoir aussi avoir un temps de salle qui soit relativement efficient. Donc, je sais pas si vous avez une... Ça fait partie du même volet que Alexia et Yann développaient sur la collaboration. Il y a tout d'abord l'approche du patient que nous, radiologues, faisons et l'équipe de manipulatrices et de manipulateurs qui sont autour de l'enfant pour créer un climat qui est forcément un climat pour lui angoissant, et c'est notre boulot de faire en sorte que ça devienne plus angoissant. Donc, il y a une façon de se présenter, relaxer, décontracter, de mettre de la musique en fonction, et il faut juger d'abord en consultation avec l'enfant quelle est son approche, sa personnalité, sa psychologie, et adapter son rôle, parce que c'est vraiment un rôle de théâtre après, d'adapter son rôle à sa perception du geste. Et on peut être sérieux, on peut être décontracté, on peut être souriant. Tout ça, c'est de la psychologie, et c'est de la psychologie qui est aussi valable chez les adultes. D'une façon générale, on va aussi partager les rôles, hein, c'est-à-dire que il y a la personne qui va s'occuper de la distraction de l'enfant, alors souvent en s'aidant quand même un petit peu de méopa ou d'autres substances en fonction, donc qui sera vraiment complètement focalisée sur la distraction de l'enfant avec des vidéos, de la musique, etc. Et puis l'opérateur qui va faire le geste. Donc il ne faut pas mélanger les deux rôles et avoir toujours par contre une coordination parfaite entre les deux. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez badigeonner, par exemple, qui va faire une sensation de froid pour l'enfant, il faut le signaler à la personne qui s'occupe de la distraction de l'enfant et qui va pouvoir intégrer ça en fait dans l'espèce de cocon dans lequel s'est mis l'enfant. Donc si par exemple l'enfant a dit je suis parti à la plage, je vais nager à la mer, etc., c'est voilà, l'eau qui l'éclabousse et qui fait un petit peu de frais. Enfin, voilà, chaque geste, chaque sensation doit être attachée un petit peu à la bulle qu'on a créée avec l'enfant. Après, dans la relation, je trouve que ce qui est extrêmement riche en pédiatrie d'une manière générale et en radio interventionnelle pédiatrique, parce que là, en l'occurrence, c'est des enfants qu'on va prendre en charge parfois au long cours, qu'on va revoir, qu'on a connu tout bébé, qu'on va revoir tout au long de leur parcours de soins. C'est que voilà, il y a une relation quand même d'une très grande richesse. Même si on est radiologue et qu'on n'est pas, voilà, a priori, à première vue, censé avoir des relations aussi proches avec les patients que certains cliniciens ou que certains radiologues. Il y a des familles pour lesquelles, finalement, on est vraiment le référent médical le plus important dans les référents qu'ils vont voir. Et voilà, et on sent vraiment qu'on joue un rôle important dans la vie et la prise en charge de ces enfants. Donc, c'est très, très valorisant. Voilà. Et pour les radiologues qui se sentent profondément cliniciens, qui est possible, voilà, c'est quelque chose qui complète complètement notre métier de diagnostic et de radiologie interventionnelle. Il y a aussi, juste pour rajouter un petit mot à ce que vous avez dit tous les deux, mais c'est valable aussi pour le diagnostic. C'est vraiment le moment où on décide de rentrer en communication avec cet enfant. Il faut créer un climat de confiance et en fait, il faut réussir
le terme n'est pas vraiment le bon, mais à l'amadouer. C'est-à-dire que s'il décide qu'il vous apprécie et qu'il vous fait confiance, c'est infiniment plus facile après de le guider là où on veut l'emmener pour le détendre. Alors, comme dit Stéphanie, bien sûr qu'on va avoir de l'aide parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. En fait, moi, mes internes le voient au quotidien, mais même pour les échographies, je mets beaucoup de temps et d'énergie avant même de commencer le geste à finalement me faire accepter de l'enfant et à essayer de faire en sorte qu'il m'aime bien. Et en fait, quand il m'aime bien, ça marche beaucoup mieux après d'aller lui faire un tout petit peu mal parce qu'on a suffisamment créé de choses avant pour que ça soit accepté. Et donc, voilà. Tu as raison, Alexia, et ça se crée même au moment de la consultation avant le geste. Bien sûr. C'est-à-dire que quand c'est valable chez le tout petit, mais c'est aussi surtout valable chez les ados qui peuvent être complètement réfractaires à tout et se comporter de façon très agressive. Et ça, c'est à nous à travailler ce terrain-là, et on n'a pas forcément des heures et des heures pour le faire, mais la consultation pré-geste nous laisse un petit peu plus de marge et doit être faite parce que si vous débarquez en salle d'interventionnelle d'emblée pour faire ce geste, là, ça va être très compliqué, voire impossible, même chez les grands. Même chez les grands. Il faut vraiment qu'ils sortent l'empathie, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant et les parents sortent vraiment de l'empathie et qu'on est voilà, très impliqués dans leur prise en charge, en général, ça se passe bien. Ok, merci pour ces réponses. C'est très clair. Alors, on n'appliquera pas ça tous les jours, hein, parce que je n'avais pas prévu, et peut-être que certains qui ont pas fait leur choix le feront. Mais c'est sûr qu'on est confronté, nous, aux enfants, en tant que radiologue interventionnel adulte en astreinte. Et juste un petit mot peut-être sur le cadre légal. L'autorisation de soins des parents, est-ce qu'elle est forcément à rechercher? Je ne sais pas, admettons une embolisation de rate pour un trauma, même si c'est très rare de devoir emboliser une rate, je vous le concède, en pédiatrie. Mais j'avais eu un cas comme ça où il y avait une grosse latence parce qu'on cherchait absolument à faire signer l'autorisation des parents. Or, finalement, ils avaient déjà signé à l'entrée de l'hôpital une autorisation de soins. Alors, normalement, il faut la signature des deux parents. Exact. Si tu as une difficulté, alors soit parce que papa et maman sont séparés, et bon, quand ils s'entendent bien, ça se passe bien, mais parfois l'un des parents a disparu, mais il y a quand même l'autorité parentale. Après, comme on est dans le domaine du sauvetage et de l'urgence, voilà, on peut passer outre. Mais pour tous les soins qui peuvent, voilà, qui ne justifient pas d'une urgence vitale absolue immédiate, effectivement, on est dans le contexte où on a besoin de la signature des deux parents ou alors du représentant légal, en tout cas de tous les représentants légaux. Donc, soit les deux, soit un seul, lorsqu'il n'y a plus qu'un seul parent. Donc ça, il faut faire parce qu'effectivement, il y a les signatures que donnent les parents à l'entrée de l'hôpital, mais qui peuvent concerner la prise en charge générale des soins. Mais nous, on fait signer des consentements spécifiques, ne serait-ce que pour une biopsie hépatique ou une biopsie rénale. On fait signer les parents, si possible les deux, de telle façon, à leur expliquer le geste. Encore une fois, c'est à nous de le faire, ce n'est pas au néphrologue, ce n'est pas à l'hépatologue, ce n'est pas au chirurgien viscéral. Et puis, de faire signer cette feuille de consentement en amont, au minimum 24 heures avant le geste. La législation nous impose généralement un délai supérieur, il y a un temps de réflexion, et c'est toujours une bonne chose de laisser un peu mûrir ces informations vis-à-vis des patients et vis-à-vis de leurs parents. Et moi, j'avais juste, Stéphanie, si tu pouvais nous parler peut-être en quelques mots un peu finalement de la place là, de la radiologie interventionnelle oncologique dont tu es une des porte-parole, parce que c'est vrai qu'on se rend compte pour l'instant, si, c'est vrai, pour l'instant qu'on n'a pas de place dans les guidelines officielles des oncologues pédiatres et que on espère que ça va se développer. Mais voilà, si tu peux peut-être nous dire en quelques mots ton rôle européen. Voilà, on a très peu de données en fait actuellement sur la radio interventionnelle oncologique en pédiatrie. Il y a quelques séries de patients sur des pathologies spécifiques où effectivement certaines techniques ont été étudiées et les résultats ont pu être évalués. Sinon, c'est essentiellement des quelques cas dans quelques centres de manière très ponctuelle. Voilà. Et en dehors des guidelines, parce que effectivement, comme tu l'as dit, Alexia, il n'y a actuellement aucune recommandation protocolaire
intégrant la radiologie interventionnelle dans les recommandations. Donc là, actuellement, il y a un gros mouvement quand même pour la radiologie interventionnelle pédiatrique. Alors, au niveau européen, c'est au niveau du CIRSE, hein, où il va y avoir même une task force de radio interventionnelle pédiatrique qui va être créée, donc qui va inclure également la radiologie interventionnelle oncologique. Et puis, au sein également de la Société européenne d'oncologie pédiatrique, il y a une task force de radiologie qui vient d'être créée, hein, ce qui est quand même particulier puisque ça n'existait pas jusque-là, et au sein de laquelle il va y avoir de la radiologie interventionnelle. Et moi, je travaille plus particulièrement sur les tumeurs hépatiques et on va pouvoir voilà, essayer, en tout cas, dans un premier temps, de colliger le maximum les expériences de radiologie interventionnelle, d'ablation tumorale, notamment en pédiatrie, pour essayer de se faire une idée des indications et de l'efficacité des gestes, et dans l'objectif vraiment d'essayer d'inclure ces techniques dans l'arsenal thérapeutique potentiel pour les tumeurs de l'enfant. En fait, pendant très longtemps, voilà, on considérait que chez un enfant, il fallait être curatif, mais curatif, ça veut dire enlever la tumeur, quoi. On allait chirurgicalement enlever la tumeur. Mais maintenant, je pense que la radiologie interventionnelle oncologique et les ablations percutanées ont quand même suffisamment fait leurs preuves chez l'adulte pour qu'on commence à envisager chez l'enfant, effectivement, de pouvoir intégrer ces techniques comme des vraies techniques curatives au même titre que la chirurgie. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si Farouk, tu avais une dernière question. Non, mais moi je suis impatient de vous voir faire des ablations percutanées tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis. Les cancers de l'enfance sont rares, hein, quand même. Mais bon. Pardon? Les cancers de l'enfance sont rares, par chance. Ouais, Heureusement. heureusement. Mais bon, vous êtes des centres experts, nous à la Timone et vous au Kremlin-Bicêtre, donc c'est sûr que il y a un effet centre qui fait qu'on voit peut-être probablement plus de patients qu'ailleurs. Mais c'est moi je suis très enthousiaste de voir qu'il y a une énergie pour faire en sorte que les guidelines adultes passent chez les enfants. Et puis peut-être un dernier mot pour terminer, Philippe, sur les tips. Si il y a des jeunes qui ont envie de faire de la radiologie pédiatrique interventionnelle pédiatrique, vous leur dites quoi? Je leur dis très clairement qu'il faut y aller parce que c'est un monde magnifique, surtout s'ils ont la chance d'avoir un coach qui s'appelle Alexia Dabadi. Donc, il faut… c'est une spécialité absolument passionnante. Elle est passionnante au niveau du diagnostic, dans un environnement qui est fait de gens qui sont très souvent eux-mêmes passionnés, donc qui amènent à ce que de jeunes puissent s'épanouir, se sentir en même temps guidés, protégés, le terme est peut-être un peu fort, mais de toute façon encadrés, de telle façon à arriver à la maturité et se faire excessivement plaisir dans une spécialité qui serait à refaire, je referais la même. Donc, je crois que tout est dit. Ouais, nous, on est très, très heureux en tout cas de vous côtoyer tous les jours et on sent bien la passion dont vous parlez au diagnostic et à l'interventionnel. Mais on constate avec cruauté que vous êtes rarement, de temps en temps accompagné, mais c'est vrai que moi, je suis très, très en faveur de ce que vous dites, mais c'est la passion dont vous parlez, ouais, il faut essayer de la faire pousser, cultiver, je sais pas, c'est compliqué. Mais vous nous aidez déjà en nous permettant de montrer cette discipline à tous les juniors qui sont intéressés par la radio. Ouais, non, mais je pense que vous faites bien plus que nous, mais je sais pas, nous, on est très chanceux à Marseille d'avoir un centre de radiologie interventionnelle pédiatrique. Je suis pas sûr que tous les gens qui nous ont accompagnés ce soir ont cette chance, mais on est aussi inquiet de la continuité de la chose dans les prochaines années. Donc, non, mais bien sûr qu'il y a des centres qui sont moins riches que d'autres en matériel, en personnel, mais à chaque étape, à chaque échelon, chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour faire du bien aux enfants. Je crois que le message, il est là.
il n'est pas de se dire qu'on va faire à chaque fois des gestes incroyables, démesurés. On va surtout faire des gestes qui vont soulager les enfants. Et quand on part avec cette mission-là, on va faire du bien aux autres, on se fait du bien à soi-même parce qu'on a une efficacité et qui fait que notre quotidien est plus heureux. C'est ça notre leitmotiv, c'est de faire en sorte que la vie des uns et des autres soit plus heureuse. Super conclusion Ouais, philosophique. exactement. Non, mais Monsieur voilà. Petit. Moi, ma phrase que j'utilise souvent en ce moment, c'est que la radiologie pédiatrique, c'est très sexy. Et je trouve que c'est vraiment une spécialité, effectivement, très excitante. On est Voilà, d'accord donc, avec toi. on arrive au bout, là, on a un peu dépassé, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour des enfants, hein. On va les retrouver les nôtres, mais en tout cas, merci Alexia et Yann pour leur présentation très précise. Merci aux experts d'avoir été là. Merci à l'ensemble des participants. Il y avait plus d'une quarantaine de participants au pic. Là, il y en a un peu moins, mais c'est normal, c'est l'heure du repas. On continue évidemment avec le jury, hein. Il y a les webinaires vont s'enchaîner. Je pense le prochain, enfin même c'est quasiment sûr, assez branché. Le mois prochain, il y aura un nouveau webinaire, puis on va revenir plus fréquemment. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, à nous proposer des sujets, à proposer ici vos services si vous avez envie de participer, d'organiser une session ou même de filer un coup de main sur plein d'autres sujets, hein. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci, Alexia. Merci, Farouk. Merci Farouk pour cette tribune. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée. À tous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.